ont soutenu Donald Trump. Donc Donald Trump, qui est considéré en Europe comme étant la droite, etc., mais j'ai toujours dit qu'on comprend mal ça, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de droite et de gauche d'une certaine manière. Mais bon, on va garder cette idée. Mais on voit que les milliardaires se sont surtout concentrés sur le soutien à Kamala Harris, plus que sur Donald Trump. Et même les centimilliardaires, c'est-à-dire les milliardaires enfin ceux qui ont plus que 100 milliards, eh bien, deux d'entre eux ont soutenu Kamala Harris. Il n'y en a qu'un seul, c'est Elon Musk, qui a soutenu Donald Trump. Donc on voit que c'est un peu contre-intuitif de voir que le Parti démocrate, que l'on associe généralement à la classe populaire, au soutien des classes populaires, etc., est en fait soutenu par les grands milliardaires, tout simplement parce que c'est eux qui ont davantage profité de la bonne santé économique des États-Unis, si vous voulez. Donc ça, c'est important de comprendre, et ça explique en partie pourquoi euh, l'essentiel de la population, parce que l'essentiel de la population n'est pas milliardaire, l'essentiel de la population a plutôt choisi Trump par dépit vis-à-vis des démocrates. Et quand vous regardez l'inflation aux États-Unis, vous apercevez, donc c'est à partir de base de référence 2000, vous voyez que tout ce qui a augmenté de prix sont les produits de première nécessité ou les produits qui sont indispensables à la vie, comme la nourriture, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux, etc. Tout ce qui est un peu plus superficiel, comme l'électronique, des choses comme ça, tout ce qui vient de Chine d'ailleurs, a en fait baissé de prix. Mais tout ce qui est essentiel à la vie a augmenté et a considérablement augmenté ces dernières années. Et on voit d'ailleurs que si on regarde depuis 2021, grosso modo, on voit que tout ça encore l'inflation a très largement augmenté dans ces secteurs-là, dans les les 4 dernières années de la présidence Biden. Donc il y avait toutes les raisons pour les Américains d'être mécontents. Et quand vous regardez l'augmentation de la pauvreté depuis 2021, eh bien on s'aperçoit cette augmentation, la pauvreté a presque doublé en nombre d'individus aux États-Unis. Donc c'est ça qui a, à mon avis, plus que, c'est pas l'amour de Trump, mais c'est le désamour de Biden et de Kamala Harris. En plus, Kamala Harris a été incapable, dans les différentes interviews qu'elle a fait, d'expliquer ce qu'elle allait changer. C'est pas parce qu'elle a été aux commandes finalement pendant 4 ans, enfin aux co-commandes, était comme copilote de l'avion États-Unis, si vous voulez, et ils n'ont rien changé. Ils ont fait qu'empirer la situation du peuple. Et quand on lui a posé la question de ce qu'elle allait changer, elle était incapable de dire comment elle allait changer les choses et pourquoi elle allait changer les choses. Donc, en fait, le vote de Trump, je pense pas que les gens préfèrent Trump. Je pense simplement qu'ils se sont dit, comme avec Kamala Harris, ça ne va pas changer, ils n'ont rien changé en 4 ans, autant travailler avec quelqu'un qui risque de changer les choses. Voilà. Et c'est plutôt cette volonté de changement qui a été mise en avant dans cette votation, de cette élection, qu'autre chose. Et puis, il y a quand même une chose que j'aimerais mentionner parce qu'elle a probablement joué. Je ne pense pas que le conflit en Ukraine ait beaucoup joué dans la décision des démocrates, mais il y a un élément qui est beaucoup plus passionnel aux États-Unis, particulièrement parmi les jeunes, et les jeunes sont l'électorat principal des démocrates, c'est le conflit en Palestine. Et là, je pense qu'il est important de rappeler que il y avait 8 démocrates, c'est un sondage de juin de cette année, mais en gros, ça n'a pas changé. Il y a 8 démocrates sur 10 qui voulaient que les États-Unis cessent de livrer des armes à Israël. Or, manifestement, le gouvernement Biden n'a pas été en mesure de le faire, et c'est sans doute un élément qui a joué considérablement en défaveur des Palestiniens. Et d'ailleurs, on voyait que certains médias avaient dit un nouveau sondage suggère que le cessez-le-feu et l'embargo contre les armes pour Gaza aiderait les démocrates dans les États pivots. Et comme
comment les Américains ou l'administration Biden n'a rien fait dans ce sens, eh bien, ça leur a coûté certainement le soutien d'une bonne partie de l'électorat. Et on le voit puisque simultanément à l'élection présidentielle, il y a eu des élections législatives et on voit que Ilhan Omar, qui est une démocrate, évidemment très pro-palestinienne, eh bien, elle a réussi finalement à supplanter son adversaire pro-israélien républicain. Et ça a été la même chose pour Rachida Tlaib, qui est aussi une autre démocrate qui a refusé comment dire, d'assumer Biden et ça lui a donné la victoire au Michigan. Donc on voit bien que c'est le conflit palestinien a eu une influence sans doute beaucoup plus grande qu'on ne l'imagine sur la réaction de l'électorat, en particulier l'électorat jeune des démocrates. Et c'est d'ailleurs même le New York Times qui l'a indiqué le 7 novembre, c'est que les démocrates ont ignoré Gaza et ils ont abouti à l'effondrement de leur parti. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc l'importance du conflit à Gaza a été relativement importante et je pense que c'est ça qui a contribué en tout cas à amener une désaffection de beaucoup de jeunes démocrates. Et puis, le programme de Trump, alors le programme de Trump, il reste quand même très vague, hein, mais je pense que ce qu'il a porté, c'est à l'inverse de Biden, il a expliqué comment il allait faire pour améliorer le sort de la classe populaire d'une certaine manière, en disant on va prendre les places de travail aux autres pays. Alors, les autres pays, c'est pas seulement les pays voisins, ça va être le Mexique et le Canada sans doute, mais c'est aussi l'Union européenne. Donc l'idée, c'est de refaire un tissu industriel, de recréer un tissu industriel, c'est-à-dire ce qu'il avait essayé de faire lors de son premier mandat, aux États-Unis, qui redonne des jobs des places de travail aux Américains et donc qui contribue ainsi à une certaine, comment dire, à une certaine satisfaction ou qui, au moins, une perspective pour les classes travailleuses, si j'ose dire ça comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. En matière de politique étrangère, je pense qu'on va avoir ce qui a été dans l'agenda de America First, c'est-à-dire instaurer la paix par la force et le leadership américain dans le monde. On aura une politique étrangère qui donne la priorité à l'Amérique, donc il faut pas s'attendre à ce que les États-Unis fassent des cadeaux à l'Europe. Et c'est là où, d'ailleurs, quand on voit les réactions des Européens et notamment d'Ursula von der Leyen qui s'empresse d'aller acheter du gaz américain, je pense qu'elle n'a rien compris à ce que veut Donald Trump. Ceci étant, contrairement à ce que j'ai entendu, Donald Trump n'est pas un isolationniste. C'est pas un isolationniste, c'est un protectionniste. Et ça, c'est très important. Il ne veut pas que l'Amérique se renferme dans sa coquille chez elle, mais il veut que l'Amérique ait son mot à dire partout. Donc, on n'est pas du tout dans un schéma d'isolationnisme ici. Et il veut maintenir une force militaire puissante, poursuivre une ambition de paix et de prospérité au Moyen-Orient. Alors ça veut tout dire et rien dire, on va en parler. Et puis, la Chine. Ça va être l'élément central. Et ça va être, d'ailleurs, c'est la politique, en gros, c'est la politique que Donald Trump avait déjà eue. C'est lutter contre la Chine. Il avait repris d'ailleurs la politique d'Obama d'une certaine manière. Il a simplement forcé le trait. Je pense que pour consolider ses forces, Trump, plutôt que de faire la guerre à la Russie, préférera la neutraliser par des moyens économiques.
pense pas qu'il faille s'attendre à une diminution de sanctions ou des choses comme ça. Je pense que les sanctions vont rester l'instrument principal de la politique étrangère des Américains, comme ça avait été d'ailleurs dans le premier mandat, et comme c'est maintenant, ça semble être le principal. Et d'ailleurs, Donald Trump a dit que tous les pays qui ne joueront pas le jeu avec les États-Unis, bien, seront sanctionnés, soit par des sanctions, soit par des taxes d'importation plus élevées. Donc, on voit bien qu'il y a une politique américaine par rapport au reste du monde qui reste extrêmement agressive et qui va être, qui va être d'autant plus agressive que les pays européens sont particulièrement faibles. Et là, on peut tirer d'ailleurs, c'est intéressant de constater, je reviens à une image qui avait été publiée par The Telegraph au mois de juin et qui montre le G7, les différents dirigeants du G7 qui avaient montré leur baisse de popularité. Et on s'aperçoit en fait, et c'est un peu la même chose d'ailleurs avec l'élection de Trump en réalité, c'est qu'on voit que, et d'ailleurs c'est le Financial Times qui vient de publier ce chiffre-là, qui montre que en 2024, pratiquement tous les pays qui ont eu une élection, les pays occidentaux qui ont eu une élection, eh bien leur gouvernement a eu une baisse de popularité pratiquement dans tous les pays. Et c'est ce qu'on voit en 2024 ici, et ça comprend naturellement également l'élection américaine. Donc on voit que les gouvernements qui étaient en place se sont effondrés partout. Et c'est un signe d'ailleurs de la faiblesse de nos gouvernements, d'avoir des gouvernements qui sont incapables de répondre aux besoins de leur pays, mais qui répondent simplement à une sorte de politique fanatique. Et, quand je dis politique fanatique, je veux dire une application fanatique de leurs idéologies. C'est-à-dire que quel que soit le prix à payer, quel que soit le prix que paye le peuple, ils appliqueront leur politique. Et c'est ça un petit peu qui est l'élément commun de ces différentes de ces différentes situations. Voilà. Quant à l'effet de Donald Trump sur le conflit du Moyen-Orient, puisque c'est un sujet qui, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à de grands changements. Trump est un ami de Netanyahou, même si Netanyahou avait pensé pendant un temps que Biden serait encore plus favorable. Je rappelle que Trump avait reconnu l'annexion du Golan par Israël et pour le remercier d'ailleurs, Netanyahou avait baptisé les hauteurs du Golan, les hauteurs de Trump, n'est-ce pas? Donc voilà un petit peu où on est et voilà un petit peu la situation à propos de Trump. Donc, je ne pense pas que Trump va beaucoup changer les choses au Moyen-Orient. Il y aura des effets cosmétiques, probablement. Les Américains, et Trump en particulier, voient les différents conflits non pas sous l'angle humain, non pas sous l'angle de la paix, et je ne pense pas que Trump soit un pacifiste. Simplement, c'est un commerçant. Et c'est un commerçant qui comprend très bien que si on veut gagner de l'argent, faire la guerre, c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur moyen de le faire. C'est tout. Et, et il va. L'exemple de l'Ukraine est typique. Les États-Unis ont dépensé des milliards de dollars dans le conflit ukrainien sans que ça rapporte rien. Donc, il faut un retour sur investissement, si vous voulez. Et s'il n'y a pas de retour sur investissement, ça ne sert à rien de faire des guerres. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est contre la guerre, c'est quelqu'un, même d'ailleurs, on a vu qu'il a une position très ferme et même assez belliqueuse à l'égard de la Chine, parce qu'il voit que par rapport à la Chine, il y a quelque chose à gagner puisque c'est le principal compétiteur. Et tout l'enjeu, c'est de ramener la Chine au rang d'un compétiteur mineur. Et donc, c'est là où Donald Trump va faire son combat.
Mais dans des conflits comme alors Gaza, ils ne considèrent pas ça comme étant un problème pour les États-Unis, ils voient ça plutôt comme un problème israélo-palestinien. Et pour lui, ça lui rapporte, c'est pas comment dire, c'est vraiment un problème interne et je ne pense pas qu'il va changer beaucoup de choses dans cette affaire. Peut-être il va aider, mais je ne le crois même pas. Je pense qu'on va avoir une forme de continuité dans cette affaire. Quant à l'Ukraine, il y a de nombreux plans qui sont sortis ces derniers jours qui prêtent à Trump des idées comme d'avoir un gel du conflit sur l'Ukraine, et la création d'une zone démilitarisée, etc., etc., et ou bien d'avoir même l'idée de laisser pendant 20 ans l'Ukraine sans adhésion à l'OTAN et puis revenir dans 20 ans sur cette question. Alors, d'abord, la plupart de ces plans sont des plans. La reconnaissance de l'autorité russe, la souveraineté russe sur le Crimée aussi, dans ce projet qui a circulé aussi. Alors oui, effectivement, alors j'y viens. Donc ces plans ont été énoncés par des gens qui sont de l'entourage de Trump, mais pas nécessairement des gens qui ont travaillé sur cette question et pas nécessairement des gens qui ont autorité sur cette question. Donc c'est probablement des idées qui tournent, y compris d'ailleurs le fait d'abandonner du terrain aux Russes. Donc cette idée apparaît relativement en filigrane, en tout cas pour ce qui est de la Crimée. Il y a un des conseillers de Trump, mais un conseiller pour la campagne présidentielle, pas un conseiller dans son gouvernement, et qui a dit qu'effectivement, l'Ukraine, il fallait oublier, c'était russe. Voilà, terminé. Alors, tout ça sont des plans, mais vous comprenez, le problème, et là on aborde un peu la question de l'Ukraine, le problème est que les Russes aujourd'hui, encore plus qu'avant, de manière plus marquée et en tout cas de manière reconnue par tous, c'est la Russie qui domine sur le terrain. Par conséquent, euh, malgré toute la volonté des Occidentaux, en particulier des Européens, de dire que l'Ukraine pourrait encore gagner si, ça, et là, avec des si, on met Paris en bouteille, et c'est un petit peu cette politique de l'espoir ou du désespoir, je ne sais pas, des Européens par rapport à l'Ukraine. Mais en réalité, tout le monde a compris que la Russie maîtrisait la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des négociations, on ne pourra pas faire abstraction des exigences russes. Encore plus maintenant qu'avant. Plus le temps passe et plus les Européens s'acharnent à penser que l'Ukraine pourrait avoir éventuellement, si et dans telles conditions, pour avoir une victoire, plus ce temps passe, plus les Russes auront un impact déterminant dans les conditions de la paix. Et c'est ce que les Russes ont dit depuis toujours, et c'est d'ailleurs ce que j'ai déjà écrit à la fin 2022 dans mon livre Opération Z. C'était tout à fait clair depuis le début. Par conséquent, si on avait voulu donner plus de poids à l'Ukraine dans une négociation, il aurait fallu négocier beaucoup plus vite et entrer beaucoup plus vite dans un processus de négociation. C'est ce que Zelensky avait voulu faire d'ailleurs en mars 2022 et qu'il en a été empêché par les Européens eux-mêmes. Donc, plus on s'avance dans le temps, moins l'Ukraine aura de poids, moins les intérêts ukrainiens auront de poids dans la négociation. Alors ça, c'est un premier point. Et donc, tous les plans qu'on peut faire, ils sont très sympathiques, mais ils font tous abstraction de ce que veulent les Russes. Or, dans aucun des plans qui ont été émis, eh bien, on retrouve les exigences russes. Les Russes ne veulent pas d'un gel du conflit. Le gel du conflit, ça veut dire qu'on s'arrête de combattre là où on est, et puis on reste en place, si vous voulez. Et c'est la situation de la Corée du Nord, en clair.
Et on y ajoute une zone démilitarisée pour être sûr qu'il n'y ait pas de contact direct entre les deux parties. Mais ce n'est pas du tout ce que veulent les Russes. Les Russes veulent une solution, c'est-à-dire une solution définitive, sanctionnée par un traité qui reconnaît ceci, ça, etc. Donc les exigences des Russes, en tout cas des Russes. Ça, c'est ce que veulent les Russes. Et aujourd'hui, plus le temps avance, plus ils sont en mesure d'avoir cette exigence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les Américains peuvent faire tous les plans qu'ils veulent. Ils doivent avoir l'accord des Ukrainiens, et ça, c'est un élément important, parce que l'Ukraine, elle, de son côté, ne semble pas être totalement prête à des négociations. Hein. Si on va sur ce qu'a dit, comment, là, je reviens sur, si on regarde ce que dit Zelensky tout récemment, il dit, ça c'est une traduction mécanique, hein, c'est donc pas, c'est une traduction automatique. Zelensky dit que le problème, c'est pas les, on veut pas, on veut des armes, on veut pas de soutien dans les négociations. Donc, déjà, les plans qui sont faits par les Américains, qui sont un peu hors sol comme ça, et Zelensky a dit aussi, nous avons besoin de la paix par la force et non de concessions à Poutine. Donc, on est dans une situation où les Ukrainiens cherchent encore et toujours à imposer leurs souhaits par rapport aux Russes. Et dans leur compréhension, ils peuvent imposer leur volonté à la Russie que par la pression des armes. Et c'est là où on est dans quelque chose qui est totalement irréaliste, parce qu'on voit bien que l'Ukraine, non seulement elle est au bout du rouleau en elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'a plus assez de militaires, ses armements s'épuisent à une vitesse extrêmement rapide, mais en plus de ça, les Occidentaux ne sont plus en mesure de la soutenir. Et ça, c'est important de le dire, ce n'est pas la volonté qui manque aux Européens pour soutenir l'Ukraine, c'est la capacité. La capacité industrielle n'est plus là. Et par conséquent, on est dans une situation où les Ukrainiens demandent des armes que l'Europe ne peut pas avoir pour s'imposer, pour imposer leur volonté à une Russie qui est plus forte qu'elle. Donc, on est vraiment dans le fait de prendre ses désirs pour des réalités. Et c'est là où le bas blesse. Et il y a un autre problème qui vient se fixer là-dessus, c'est que les Américains, de leur côté, depuis longtemps, et je l'ai déjà dit, depuis début novembre 2022, les Américains essayent de pousser les Ukrainiens à négocier, mais ce sont les Européens qui ne veulent pas. Et l'Union européenne refuse toute forme de négociation. Donc on voit bien que la position américaine est même en décalage par rapport à la position européenne. Et on ne voit pas très bien comment on pourrait résoudre la quadrature du cercle. Parce que les Ukrainiens ne veulent pas négocier et préfèrent une victoire par la force. Les Américains voudraient négocier, les Européens ne veulent pas négocier, et les Russes sont prêts à négocier. Mais ils sont prêts à négocier pour qu'une négociation soit efficace. Il faut naturellement que les Ukrainiens acceptent cette négociation. Il faut que les Américains cautionnent cette négociation, parce que c'est quand même eux qui tiennent du côté occidental le couteau par le manche. Et il faut malgré tout que les Européens acceptent l'autorité des États-Unis dans ce domaine. Donc on voit bien que le problème dans le camp occidental, dans lequel j'inclus l'Ukraine, est que tout le monde n'est pas d'accord avec les autres. Et je ne parle même pas des dissensions qu'il y a au sein de l'Union européenne. Alors, Madame Ursula von der Leyen
très fidèle à la tradition germanique, elle a une haine viscérale des Russes, donc elle refuse de négocier. Mais vous avez d'autres pays, la Slovaquie en particulier, et la Hongrie avec Viktor Orban, qui eux disent il faut être pragmatique. Et il y a un moment, il faudra quand même arriver à une solution pour pas seulement d'ailleurs pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe. Parce que l'Europe s'épuise à soutenir un pays, pardon, qui a aucun espoir de succès. Donc on envoie des fonds à fonds perdus, littéralement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Trump voudrait résoudre ce conflit d'une manière ou d'une autre, non pas parce qu'il aime l'Ukraine, je pense qu'il s'en fout totalement, et je pense que c'est le cas d'ailleurs de la plupart des Américains, dont d'ailleurs très peu savent où se trouve l'Ukraine, puisque si on regarde les cartes, d'ailleurs c'est assez amusant de le constater, je ne sais pas, j'ai une carte ici qui est assez éloquente et qui permet d'illustrer mon propos. Voilà, comme ça. En fait, il n'y a que 34% des Américains qui savent où est l'Ukraine. Donc, on est dans un... Les Américains s'en fichent de l'Ukraine. Ils ne s'en fichent pas de la Palestine parce qu'il y a d'abord parmi les jeunes juifs américains, il y a le sens que la Palestine est plus proche d'eux d'une certaine manière à travers Israël. Et vous avez beaucoup de jeunes juifs américains qui étaient autrefois pro-israéliens et qui ont changé, qui ont compris qu'Israël n'était pas le pays qui se comportait le mieux, etc., etc. Donc il y a une sorte de désaffection qui se trouve dans l'émotionnalité qu'il y a autour du conflit palestinien. En plus, les massacres des populations civiles a beaucoup joué dans l'opinion publique américaine. Mais pour l'Ukraine, on n'a pas du tout le même phénomène. Malgré le fait que l'Ukraine ait sans doute fait beaucoup plus de morts que le conflit en Palestine, qu'il était plus long, qu'il ait une portée beaucoup plus importante, qu'il ait une portée géopolitique beaucoup plus grande que le conflit en Palestine, malgré tout, les Américains sont sans doute moins sensibles à ça. Et ça explique pourquoi les Américains, sur le plan de l'Ukraine, le peuple américain n'a pas beaucoup d'état d'âme sur cette question et seront prêts sans doute à suivre Trump. Ce qui risque de frictionner pour Trump, c'est le fait qu'il y a toujours dans son gouvernement, et notamment un de ses conseillers actuellement, qu'il a pour les affaires étrangères, M. Brian Hook, qui est un néocon très anti-russe. Et très pro-israélien d'ailleurs aussi. Donc, on a des gens qui sont dans son entourage qui ne sont pas du tout des gens qui sont pour la paix. Donc, il faut bien voir ça. Donc, Trump aura fort à faire pour imposer son point de vue. Il arrivera sans doute avec l'Ukraine parce que c'est un trou sans fin. Et je pense, et les difficultés qu'il y a eu à voter les 61 milliards au début de cette année pour l'Ukraine témoignent du souci bipartisan d'ailleurs, de plus en plus bipartisan, sur la pertinence de financer le conflit en Ukraine. Je pense qu'il y a une sorte d'union une union contre la Russie. Je pense que les Américains ne sont pas pro-russes, quel que soit leur bord, démocrate ou républicain. En revanche, ils sont réalistes aussi et s'aperçoivent que financer ce conflit ne mène nulle part. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle on est et qui va affecter, je pense, ces prochains mois, puisque Donald Trump va devoir élaborer sa stratégie par rapport à ces conflits. Il avait promis qu'il terminerait le conflit ukrainien en 24 heures. Je vous rappelle que Zelensky avait dit oui, si Trump voulait faire ça en 24 heures, il aurait déjà pu le faire lorsqu'il était président. Et de fait, si Trump avait fait
pendant qu'il était président, s'il avait imposé le respect des accords de Minsk, eh bien, il n'y aurait tout simplement pas eu le conflit. Donc, on voit bien que Trump, c'est quelqu'un, alors il est sans doute un peu mieux que Kamala Harris, mais on est tombé un petit peu de Caribe dans Scylla avec ce choix. Et Trump, c'est quelqu'un qui est plus pragmatique, qui apportera sans doute des solutions intérieures au peuple américain, parce que je pense que les votants, les électeurs ont voté pour leur bien-être, pas pour le bien-être des Ukrainiens ou des Palestiniens. Et c'est donc dans la perspective de ce qui pourrait une amélioration de l'économie qu'ils ont voté pour Trump. En matière de politique extérieure, je pense que Trump, ça risque d'être beaucoup de grands mots, mais est-ce qu'il va pouvoir résoudre le problème? L'avenir le dira. Je n'ai pas de boule de cristal. Je le souhaite parce que ce serait bien et c'est souhaitable, mais j'ai beaucoup plus de doutes que beaucoup de commentateurs français qui voient dans Trump le changement radical, multipolarité, etc. Non, non, je pense qu'il n'y aura pas de changement. L'Amérique va au contraire rester extrêmement unipolaire. Simplement, il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a, et ça c'est valable aussi bien chez les démocrates que les républicains, il y a un peu les mêmes débats qu'il y avait en Union soviétique d'ailleurs dans les années 70-80, c'est de savoir si le socialisme devait se construire d'abord en Union soviétique ou il fallait